Tu vas prendre ton violon, là, ta coupe mulet, ta chemise blanche. Tu as envie de passer une soirée agréable. La cellule. Tu veux voir Romaric avec un casque sur les oreilles. Envoie Tipeee au 8 11 11. Ah oui. Okay. Ça pourrait être génial. Tu veux rencontrer les podcasteurs de ta région. Voilà. Envoie Tipeee au 8 15 15. Ah, très bien. Pas mal. Rencontre rôliste coquine. Oui. Je vous mettrai une belle musique de YouPom sans... Effeuillage de feuilles de perso. On peut échanger nos dés. Tu veux rencontrer les podcasteurs de ta région ou les rôlistes de ta région. Prenez ma bourse de dés entre vos mains. Trouvez des rôlistes près de chez vous. Vous, Que vous soyez rôliste routard ou amateur curieux. vous filez un bon tuyau. Que tu sois jeu de rôle indépendant ou jeu de rôle classique, tu trouveras bourse à ton dé. Oui. Bourse à ton dé, c'est très élégant. Alors envoie Tipeee. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui avec Mathieu Mine. Mathieu Mine, bonjour. Bonjour. Mathieu Mine, Il est bien affûté. tu es l'auteur de l'Horloge du Diable qui devait être un jeu indépendant. C'est ça, effectivement. Il devait. J'ai l'impression. Ouverture des hostilités par Romaric à ma gauche. Comment va répondre Mathieu? Attention. Round 1. Percute au foie. Trip. J'ai l'impression d'être au tribunal. Nous sommes également avec Maxime Victor. Oui, cher auditeurs, je suis là pour commenter ce match incroyable en direct, oui. Nous sommes avec Adrien Cahuzac. Docteur Cahuzac, je suis là pour ranimer le mort en fait à la fin. Selon qui gagne, je ranimerai l'agonisant. Avec Antoine Morgenthaler. Bonjour, et moi j'ai gagné ma partie. Et avec pas mal d'invités surprises peut-être qui viendront nous rejoindre au cours de ce podcast. Je les présenterai à ce moment-là puisque nous sommes assez nombreux à la cellule à avoir fait le test de l'Horloge du Diable. Nous avons aidé à sa création, à son développement, pensant que nous étions un indépendant avant qu'il soit racheté à l'aide d'argent et par un éditeur apparemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous, tu vas nous raconter aujourd'hui, Mathieu Mine, la formidable aventure éditoriale de l'Horloge du Diable. Comment tu es passé de l'indépendance... À la santé de Mathieu Mine. Comment tu es passé de l'indépendance à justement une vision professionnelle, un éditeur pro, etc., etc. Avec toi, on va voir comme ça tout le déroulé de l'aventure. Ça va être intéressant de voir aussi que parfois il y a des jeux qui commencent avec la volonté peut-être d'être publiés en indépendant et puis qui trouvent finalement chaussures à leurs pieds. Enfin, c'est ce que nous verrons. Chaussures à le pied ou pliés à leur portefeuille. Ça. Alors déjà, où est-ce que tu en es du développement éditorial de l'Horloge du Diable? Oula, t'entends quoi juste? Alors, à l'heure où nous enregistrons le podcast, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, depuis l'enregistrement du playtest de l'Horloge du Diable jusqu'à aujourd'hui, raconte-nous le déroulé des événements. Pour qu'on comprenne un peu comment... Alors, du coup, à la base, donc pour reprendre, nous on avait Alex et moi donc une ligne éditoriale qui était la suivante, c'est-à-dire que on voulait s'adresser à un public vraiment vaste et au-delà en fait du public rôliste. Grosso modo, on essayait de viser un peu, même beaucoup, sur les joueurs de plateau. En fait, on s'est aperçu en fait que le jeu de plateau en fait avait amorcé un virage dans les années 90 qui lui avait permis en fait de s'ouvrir et de devenir quasiment une industrie, même complètement une industrie aujourd'hui. Quand on sait que pas mal des éditeurs de jeux de plateau sont aujourd'hui soit cotés en bourse, soit parmi les entreprises en vue. Même les Kickstarter, un jeu comme le jeu du chat, je sais plus comment il s'appelle, c'est Exploding Kitten qui s'est kickstarté à plus de 1 million, c'est hallucinant. Et l'autre jour, je parlais d'argent et de médias. Je disais à Fibre Tigre que le média jeu vidéo avait davantage d'argent et de monnaie que le jeu de rôle, et il me répondait que c'était pas vrai en fait, et que les Kickstarter et les financements participatifs du jeu de rôle explosaient les scores. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un tournant là, jeu de société, jeu de rôle. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se réveille, on va dire. Et vous, avec l'Horloge du Diable, il me semble que votre positionnement, c'était de vous positionner justement entre les deux, quoi, de dire on va faire un jeu de plateau de rôle en fait. C'est ça.
et à ce titre-là d'essayer de toucher un maximum de. C'est ça. En fait, on voulait vraiment ouvrir et de sortir de la niche rôliste, si je veux dire. Mais c'est exactement ça. Voilà. Donc ça, c'était le positionnement en fait du jeu, et donc avec cette volonté de toucher le plus grand monde. Et attention à ton micro, Mathieu, toujours. Et donc voilà ça dans un premier temps. On s'est inspiré aussi donc pas mal du jeu de société, ne serait-ce que pour les règles ou pour le matériel. Alors on essayait d'être assez clair pour les règles. Je sépare règles d'ailleurs de scénario pour que les règles puissent être présentées sur une seule et même brochure en fait, grosso modo, comme dans les jeux de société. Voilà, c'est ça. Dans les jeux de plateau, pardon. C'est ça, exactement, ouais, c'est ça. Et en plus de ça, de prendre un thème finalement qui est assez, en fait, qui pourrait séduire en plus de ça un public peut-être plus large que les rôlistes. On va dire pur et dur, c'est-à-dire c'est un jeu d'enquête, mais d'ailleurs on s'est aperçu en convention qu'on n'attirait pas forcément les rôlistes qui étaient plus implantés. En fait, les joueurs de Donjons et Dragons ne viennent pas en fait tout simplement de table. Trop tard, les rôlistes traditionnels n'étaient pas attirés spécialement par l'horloge du diable. Ouais, pas forcément tous, mais en tout cas voilà, c'est ça. Nous en convention, moi je me suis aperçu que le public avec les thèmes qui sont développés, en fait j'ai systématiquement en fait des joueurs qui ne connaissent pas le jeu de rôle qui viennent à ma table. En fait. Donc en plus, en éditant votre jeu de rôle au sein des jeux de rôle et auprès du public rôliste traditionnel, vous preniez le risque du bid, puisque même les rôlistes routards qui sont les plus gros férus acheteurs éventuellement de jeux pouvaient passer à côté de ce travail. Ça c'est juste mon observation sur les conventions. Non, mais bien sûr, sur les conventions. Quand tu le présentes en convention, j'imagine que tu as du matériel posé devant toi. Non, ça va très vite. Alors je pense, moi je suis surtout allé à Eclipse et tu sais, on passe devant l'amphi. Ouais. Alors on a juste les diapos qui sont au-dessus. Ah oui, d'accord. Tu présentais à Eclipse, d'accord. T'as pas fait d'autres conventions où t'es posé en mode stand. Non. Parce qu'en fait c'est c'est qu'un prototype que j'ai. Oui, c'est qu'un proto, il peut pas poser. Non, en fait, je dis ça parce que je me rappelle d'un jeu que j'avais vu à Octogone qui était aussi entre du jeu de rôle et du jeu de plateau, où il y avait un plateau qui était un peu ouvragé, voilà, mais ça restait un plateau de démo. On voyait que c'était du carton avec du papier collé par-dessus. Et du coup, moi, la remarque que je m'étais faite, où il présentait que c'était entre les deux, en fait, le fait qu'il y ait du matériel, pas mal de matériel, en fait, qu'on voit des fiches, du carton, des machins, le rôliste le rattache à du jeu de plateau. Assez facilement. Donc c'est pour ça que je te posais cette question, pour savoir si ça avait pu jouer dans cette direction-là. Donc pour le coup non, mais je pense que c'est vraiment le thème en fait qui a joué en tant que tel, c'est-à-dire l'enquête. L'enquête en règle générale, en tout cas j'ai remarqué m'apporter un public qui en règle générale ne joue pas. Moi j'ai eu même des mères de famille en convention en fait qui sont venues à ma table en se disant c'est bien sûr que c'est cool. Elles se disaient je connais pas, je viens tester, etc. Et une mère de famille confrontée à l'enrouleur, voilà, c'est ça. Tu vois. Oui, alors c'est pour le. Alors coup, après c'était une mère de famille. C'en était un pire en fait pour elle en plus. Oh là 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 là. Mais ça s'est bien passé. Hein. Il les ferait la ménagère de 50 ans. Non même pas. Parce que c'est quand même un jeu. Voilà, il faut rappeler que l'horloge du diable, pour ceux qui n'auraient pas écouté le podcast sur l'horloge du diable, que j'invite par ailleurs, je vous invite vraiment à aller l'écouter. Si c'est pas le cas, retournez-y puis revenez ensuite à ce podcast. C'est un jeu qui aborde des thématiques sombres, très très noires. C'est vraiment du polar noir. On avait cité comme inspiration Le Silence des agneaux, donc c'est vraiment assez psychologiquement noir. Ou Seven. Voilà, c'est ce type de fiction. Mais pas que aussi, parce que la préparation que ça fait jouer, c'était Adrien. Un peu plus, je vais pas dire plus léger, mais c'était quand même beaucoup moins sordide que ça. Elle est peut-être particulière, hein, là, Non, c'est ça. En fait, ça va vraiment dépendre des scénarios. Ouais. Romaric, en fait, a raison, mais t'as raison aussi. Il y en a certaines qui peuvent être vraiment noires, comme il l'a précisé. Ouais. Là, ce qu'on a fait, c'est du whodunit, c'est-à-dire que c'est un aspect très particulier du policier, c'est-à-dire on va chercher qui a fait. C'est le policier d'enquête plus que du thriller, en fait. C'est plus du Hercule Poirot sur celle-là. Et celle-là est vraiment très soft comparé effectivement aux autres que je peux avoir, qui peuvent être un petit peu plus dures, effectivement. Ouais. Avec toujours cette mécanique centrale, c'est l'horloge du diable, c'est ce côté timer, ce côté mécanique d'une machine, c'est des règles, ce jeu, c'est une machine à broyer de l'enquêteur en fait, à broyer du policier à travers une enquête souvent difficile, psychologiquement, moralement, il va devoir faire des choix entre ses contraintes administratives, ses contraintes familiales, etc., etc. Donc ça c'est pour poser un peu le jeu en lui-même avant de parler vraiment de son aventure éditoriale.
Est-ce que Adrien. Je vais peut-être profiter du petit silence pour poser une question. Il y a un moment donné où tu as dit que ta cible c'était et tu avais employé le passé. Oui, parce que t'en es revenu. Ah non du tout, c'est parce qu'en fait Romaric m'a demandé de raconter une histoire. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, ok. En fait, en tant qu'indépendant, voilà, ça. Mais je suis pas okay, non, mais voilà. je suis vraiment C'était pas juste... revenu dessus. D'accord, Alors, à la base, nous, c'était comme ça que le jeu a été créé, et en fait, on a poursuivi sur cette lignée-là. C'est parce que je commençais l'histoire en 2000, vers 2015-2016, quoi, grosso modo. En 2016, en fait, Romaric m'a invité à la cellule. Bon, je vais reprendre sur la ligne éditoriale. Donc voilà, d'abord on a fait, donc on a tout fait pour se rapprocher du jeu de plateau. Enfin tout fait plus ou moins quoi. Donc il y a un sablier, il y a un plateau, il y a des jetons. Il y a un format aussi, une seule séance qui nous paraît mieux pour que des gens plus occasionnels puissent y jouer plutôt que en campagne. Alors on nous a déjà fait des retours, mais pourquoi? Parce que votre jeu n'est pas en campagne. Donc c'est pour ça, c'est pour que des gens qui soient un peu plus casus entre guillemets puissent y jouer. Bien sûr. Et une autre réponse à ça, c'est parce que ça rendrait ton équilibrage du jeu hyper compliqué en fait. Oui, en plus de ça, oui. Une question Antoine. par rapport à ça, est-ce que vous êtes posé des questions notamment sur la durée des parties? Parce qu'elles sont quand même plutôt longues pour du jeu de plateau de société. Ce qui je trouve, moi, ça va. Hein. Oui et non. Parce qu'en fait, moi la comparaison, et on en a parlé tout à l'heure, ton jeu il se ressemble beaucoup. Enfin, il y a plein de différences, mais il y a des similitudes avec des jeux comme Time Stories, comme Détective Conseil, Unlock, et notamment Time Stories, c'est des parties qui sont longues. Hein. Le jeu prévoit un mécanisme de sauvegarde de la partie pour pouvoir faire une pause dans la partie et reprendre la fois d'après. Donc la durée de partie chez les joueurs de plateau, faut faire attention. C'est pas aussi critique que ça. Maxime, le fait que ça se joue en une séance, c'est bien, mais ça peut être une séance de 5 heures, il n'y a pas de problème pour certains joueurs de plateau. Maxime semblait plus C'est soyeux. ça, ouais, faut pas imaginer que les joueurs de jeux de plateau, c'est des gens qui veulent juste un jeu d'une heure, quoi. Je pense, il faudrait des chiffres de type quels sont les jeux les plus vendus, machin, mais n'empêche que t'as de tout. Et je pense qu'en particulier, un jeu que t'achètes pour ne jouer qu'une seule fois, Unlock, je crois qu'il fonctionne plutôt bien. Et c'est des parties de 1 heure, t'as aimé? Donc, après c'est 25 € les 3 parties. Donc tu payes 25 € pour 3 heures de jeu. Donc, et ça se vend super bien. Donc pourquoi pas? Et je pense que l'horloge du job c'est du 3 heures. C'est oscille entre 3 et 4 heures. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ce qui est un temps raisonnable. Ça dépend, ça va dépendre. Moi, dans l'absolu, ce que j'aimerais bien, c'est me rapprocher des 3 heures. Après, il faut savoir que c'est dur de développer une histoire et de la soutenir et que ça soit intéressant pour le joueur. En moins de temps. En tout cas, en ce moment, avec la mécanique que j'ai, c'est pas possible en fait. D'accord, très bien. Après, il y a toujours des possibilités de pause. Si des gens veulent faire juste du 2 heures, c'est possible de s'arrêter. Continue ton histoire, continue. Je veux savoir comment t'en es venu à changer comme ça radicalement de question. Donc nous, on était au tout début. Donc, alors ça, c'était sur la ligne éditoriale. Et oui, aussi, on a des scénarios qui sont préécrits, ce qui fait que c'est plus simple, évidemment, à préparer. Donc, il y a un côté scripté dans le c'est ça. C'est ça, exactement. Et donc, Romaric, donc tu m'as invité en 2016. Nous, on pensait donc faire publier le jeu en indépendant. Donc, peut-être par un financement, comment est-ce qu'on dit, participatif. Participatif, effectivement. Mais ça posait quand même certains problèmes qui sont tout ce qui est stretch goal ou alors tout ce qui est aspect commercial. Enfin, c'est des choses que nous on connaît pas. C'est du boulot. Faut animer le truc. C'est ça. Ouais, c'est plein de boulot. Et puis j'imagine aussi la fabrication d'un objet comme ça. Alors voilà. Avec un sablier, un plateau, des jetons, Ouais, c'est du boulot, quoi. Je pense que Romaric pourra t'en dire quelque chose. Alors lui, c'est que du petit carton. Justement, quand je rencontre Mathieu en 2016, qu'est-ce que je suis en train de développer, moi, dans mon garage? Je suis en train de développer Vademecum. Et quand Mathieu me parle de son jeu, je fais, mais c'est extraordinaire. On est en train de développer des jeux qui sont similaires.
Et quand je joue, même je me souviens, quand j'ai joué au jeu à l'horloge du diable, dans le podcast, ça sent que je suis un peu aigri en mode ah putain merde, il fait vachement bien ce que je voulais faire. Et donc presque déjà, à la fin du podcast, en off, je lui ai dit bon bah maintenant il faut que je sorte Vademecum très très vite parce que je pense que l'horloge du diable dépasse Vademecum alors qu'il est pas déjà sorti. Et il y a un côté pour moi, on est sur le même créneau, Mathieu, sur de ce côté-là clairement. C'est pour ça qu'en 2016 aussi je te fais venir à la cellule parce que je suis très intéressé par ton développement, voir où ça mène, et je me dis ça peut aussi peut-être m'aider. Mais je l'avais pas vu en fait moi à ce moment-là, mais rétrospectivement, quand Vademecum est sorti, bah là, ouais, effectivement, je me suis fait, ah oui, et en fait, tu m'as même proposé, je me souviens, des solutions, notamment au niveau du dé. Alors, visiblement, le dé, moi, j'ai pas encore joué à Vademecum, je devrais y jouer bientôt par mes amis, mais visiblement, tu me disais de placer un dé qui pourrait montrer le nombre d'indices, en fait, grosso modo, qui pourrait rester à trouver. Bon, finalement, on n'a pas gardé ce système-là, mais je crois que c'est dans ton... C'était une proposition peut-être qui avait été faite au cours du podcast. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc voilà. Donc après le podcast, en fait, juste quelques mois après, en fait, on a été donc contacté par plusieurs personnes. Ça veut dire qu'il y a des éditeurs qui écoutent le podcast de la cellule et qui écoutent vos... Non, mais c'est très important ça. Ok, à partir de maintenant, du coup, on va parler en code. c'est ça. Non, mais on le savait. On le savait déjà. Il y en a... Le petit cheval est sur la pente fatale. Dragon. Des éditeurs qui fréquentent la cellule, qui, lorsque les auteurs renoncent à certains jeux, leur proposent des solutions. Tu sais, ton jeu, on pourrait le rééditer, etc., etc. Donc, voilà, on le savait déjà. Et toi, en fait, tu es approché par quelqu'un qui a entendu le podcast. On l'appellera Poivre Foie. Par quelques personnes en fait, pas qu'une seule. Mais c'est surtout, il y en a une qui a retenu en fait notre attention parce qu'en fait c'était une personne qui venait directement du milieu du livre et pas du milieu du jeu de rôle. En fait, donc avec la ligne éditoriale nous qu'on avait. Ça nous intéressait pas forcément en fait d'être édité par un éditeur de jeux de rôle. Voilà, c'est ça. En fait, parce que en fait on voulait. Ça a été édité par quoi là Par Folio, Gallimard Jeunesse, l'enrouleur Gallimard Jeunesse. Alors, on fait à la fois du jeu de plateau et du jeu de rôle. On est approché par un éditeur de jeux de rôle et par des livres. Ouais. On va prendre les livres, ouais. C'est intéressant. C'est ça. Bah oui, c'est ça. On va être diffusé chez vos disquaires. Mais en fait, c'est ça. Mathieu, je pense dans sa tête, tu me dis si je me trompe, mais il se dit, bah voilà, les livres, ils sont distribués dans toutes les bibliothèques. Les jeux de rôle, ils sont distribués dans les magasins spécialisés. Entre les deux, il n'y a pas photo, hein. C'est ça. C'est ça. Bah c'est ça exactement. Et c'est ce que je disais au tout début. Et la TVA est plus intéressante. La TVA est plus intéressante, ouais, effectivement. Ouais, mais attends, tu vas faire une boîte. Donc la TVA, mais ma cash. Je sais pas, non, je sais pas comment est-ce que ça va être fait. Pour l'instant, c'est encore en discussion, donc. D'accord, ok, très bien. Bon, on verra ça plus tard. Ouais. Alors vas-y, raconte-nous le déroulé. Et alors donc. T'as le droit de donner des noms, oui, je vais. Ah, et elle va lancer des noms. Donc alors du coup, je disais quoi, à cause de la ligne éditoriale, c'est ce que je vous disais. Donc moi, ce qui m'intéressait en fait, c'était de toucher surtout le plus de monde. Donc ça m'intéressait pas forcément d'avoir un éditeur de jeux de rôle, puisqu'en fait on retombe sur cette niche-là. Mais au contraire, moi, ce qu'il me fallait, c'était quelqu'un en fait, une maison d'édition qui pouvait justement avoir une plus grande distribution en fait. Bien sûr. Toi, ce qui t'intéressait depuis le départ. De toute façon, je me souviens quand on avait discuté de ton jeu, tu m'avais dit oui l'indépendance, mais la distribution, Romaric. C'était la distribution ta problématique. Oui. Tout de suite. Et on sait très bien que c'est un problème de l'indépendance, ça. Où est la marge pour le magasin de jeux de rôle, ne serait-ce que parmi nous, là, ici, qui distribue en magasin de jeux de rôle? Adrien, tu distribues en magasin de jeux de rôle? Moi, il y avait 3 exemplaires ou 4 chez Caribdin. Voilà, c'est ça. Donc c'est une librairie, tiens. Pourquoi t'as choisi une librairie plutôt qu'un magasin de jeux de rôle? Parce qu'ils me l'ont proposé. D'accord. Je me disais, parce que c'est une librairie. Et justement, on allait retomber sur des arguments de Mathieu. Mais tu vois, évidemment, je veux dire, c'est une des problématiques de... Flavie nous rejoint. Flavie, ça va la pêche? La pêche. Tu as joué toi aussi, alors le Judia, mais tu vas pouvoir revenir. Est-ce que tu as la pomme? Mathieu était en train de nous... YouPom, référence à YouPom, allez voir YouPom. Donc, sur Internet. Donc, Mathieu nous raconte son aventure éditoriale.
C'est ça. Mathieu. Et donc là, j'en suis au moment donc où donc j'ai une personne en fait qui vient du livre qui est venu nous proposer donc de nous éditer. Donc c'était le pôle images en fait de chez Brajlon. Donc Brajlon c'est une maison d'édition surtout pour le livre. En fait, je sais pas si vous... Moi, j'aime beaucoup. Enfin, j'achète des bouquins dedans, mais bon, vu ce qu'ils éditent, ça m'étonne pas qu'ils t'aient demandé. Brajlon, ils éditent quoi, par exemple, Fly, que tu connais? J'en ai plein là-haut, alors du coup, il y a plein de livres de science-fiction, de trucs comme ça. Enfin, c'est quand t'as la beaucoup culture. De fantasy, ouais. de science-fiction. Moi, je crois que de eux, j'ai lu beaucoup de fantasy et pas beaucoup de science-fiction, il me semble. C'est ça. En fait, ils ont fait énormément. Alors, d'après ce que j'ai compris, ils ont fait énormément en fait de traductions en fait au tout début, et notamment de fantasy et de cycles qui marchaient bien. Alors, comme par exemple l'épée de vérité, ou je crois la roue du temps. Faudrait regarder. Et ensuite, ils ont diversifié leur gamme. Et maintenant, il y a plusieurs collections en fait. D'accord, ok. Et donc voilà. Et donc à ce moment-là, en fait, grosso modo. Bon, bah voilà quoi. Oui. Alors. Tu nous quittes quoi. À ce moment-là, effectivement, ça m'intéresse beaucoup. On divorce. Et mais bon, je t'ai rappelé entre-temps pour pas trop te faire un enfant dans le dos quand même. Comment on met ça en scène? Ce que vous dites dans le cadre des livres est un peu étrange. Non, mais faites comme vous. En réalité, c'est vrai que quand tu m'as appelé, t'étais un peu mal à l'aise. Tu t'es dit non mais attends, Romaric qui m'a fait un super podcast. Grâce à son podcast, je rencontre des éditeurs et au final, lui qui promeut l'indépendance, il faut rencontrer des éditeurs qui font que. Oui, mais le contrat qu'il a signé pour passer, il va te verser 50% de ses royalties, non? Oui, c'est vrai. Ça. Alors voilà, c'est ça. Donc, Oui, tout à fait. Merci Adrien de rappeler la vérité. Non mais en vérité, je m'en fiche. Moi, ce qui compte, c'est que les auteurs qui passent par les micros de la cellule, c'est pas qu'ils soient indépendants, c'est qu'ils soient heureux. Et là, en l'occurrence, le Mathieu, il revient avec la banane, il est heureux comme tout. Il a finalement eu ce qu'il voulait, à savoir la distribution pléthorique qu'il attendait pour son jeu. Et c'est ça qui compte. Oui. Mais c'est vrai que sur le coup, t'emmenais pas large. Hein. Bah oui, c'est ça. En fait, grosso modo, moi, quand je suis arrivé, j'avais cette volonté d'être indépendant. Et c'est vrai que au bout d'un moment, je reviens et effectivement j'ai trouvé un éditeur. Après, je vais expliquer évidemment ce qui m'a convaincu en tant que tel là-dedans. Mais déjà, vous avez compris que la distribution, ça fait un plus quand même. Est-ce qu'il y a aussi des choses que tu parles de qu'est-ce que c'est qui t'a convaincu? Est-ce que tu vas nous parler aussi de qu'est-ce que t'as dû sacrifier? Oui, je pourrais le faire, mais là, je sais pas encore. Enfin, tout n'est pas encore décidé, d'accord. Mais voilà, si t'as déjà des éléments que tu sais que tu vas devoir, voilà, c'est juste, moi, c'est en discussion, mais justement, peut-être que tu pourras nous parler un peu des discussions, etc. Oui. Donc, là justement, il y a eu un travail de discussion qui a été fait avec Brajlon. Donc, il y a eu en plus de ça un changement d'interlocuteur parce que ils ont carrément développé en fait une branche jeu maintenant. Donc là c'est bien arrivé. Et du coup, je sais plus où j'en étais. Je sais plus où j'en étais dans ce que je disais. Je profite de ton vide pour te couper. Quand tu dis que maintenant ils ont développé une branche jeu, est-ce que ça risque pas de te faire retomber dans ce que tu disais au début de je veux pas être édité pour du jeu de rôle? Oui. Alors et justement ça me permet de rebondir sur ce que je voulais dire. Je voulais parler justement de la distribution. Non, effectivement ça me fait moins peur de ce point de vue-là. Donc c'est vraiment un éditeur donc qui est littéraire et qui a des distributeurs dont notamment parmi eux ils ont Hachette en fait, qui est un groupe, je sais pas, c'est en termes mondial, je crois que c'est le premier, j'en suis pas sûr, je sais pas. Alors là, je saurais pas te dire. En tout cas, le nom est dodu, quoi. Voilà. Tout le monde le connaît, quoi. Nous, Hachette, je crois qu'on a des manuels de cours de ça. Enfin voilà, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est ça. Donc, voilà, il y a pas beaucoup de gens qui sont passés par la cellule qui peuvent. C'est les relais H, c'est un peu tout ça, quoi. Donc, c'est cette distribution-là. Alors, c'est vrai que eux, en fait, ils vont commencer.
ils sont en train de commencer en fait ce département-là. Et non, je pense pas que je sois oublié là-dedans en fait, grosso modo. D'accord, tu seras pas restreint à des boutiques de jeux du coup. Non, exactement. D'accord, Donc okay. moi, visiblement, ça a vocation à être distribué les magasins Cultura par exemple, enfin tout ce qui est entre guillemets Fnac. Cool. Voilà, entre énorme. guillemets ce qui est Fnac. Je sais pas trop pour la grande distribution, mais grosso modo, là ils vont même avoir. T'as vendu ton cul à Lagardère. Voilà. Société mère Lagardère. Voilà. Alors la filiale, donc on a Marabout, Larousse, Hachette Armand Collin. Attends, tu parles de Hachette. De Hachette, je parle de Hachette. D'accord, mais Hachette c'est un client. Oui, c'est un client. Brajlon, hein. Oui, c'est ça. d'accord, ok. Oui, c'est leur distributeur. D'accord, ok. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça aussi, entre autres, effectivement, que j'ai dit oui, puisque grosso modo, je vais pouvoir toucher énormément en fait de centres, oui, où les jeux sont distribués. Centres commerciaux, quoi. Tu vas faire partie des jeux de rôle. Souvenez-vous d'un certain podcast où on disait oui, le jeu de rôle, à l'époque, avant la crise, c'était distribué dans les supermarchés. Et on parlait comme des vieux cons quand on annonçait ça. Et ben, tu vas faire partie de la renaissance du jeu de rôle, c'est-à-dire, finalement, le retour des jeux de rôle dans les supermarchés. L'Horloge du Diable sera l'un des jeux de rôle qui sera bientôt vendu dans les supermarchés. Alors, il y a d'ores et déjà un jeu qui s'y diffuse en ce moment. C'est et j'ai oublié son nom évidemment, mais c'est un jeu de chez Larousse, il me semble. Oui, oui, tu vois de quoi je parle? Ouais, c'est l'initiation au jeu de rôle. L'initiation au jeu de rôle. Alors attends, je vais faire des petites recherches. Mais vas-y, continue du coup. Bah donc du coup voilà, je vais, on va avoir plein de points de distribution grâce finalement à ce réseau-là, grâce à Hachette, et notamment aussi être distribué sur l'ensemble de la francophonie, c'est-à-dire, d'après ce que j'ai compris, il y a des possibilités pour que ça soit distribué au Canada. Et en plus de ça, si le jeu marche, mais bon, là on est plus sur de l'hypothèse, à la clé en fait, il y a possibilité qu'il y ait une traduction en anglais. Alors donc soirée jeu de rôle, donc c'est c'est Larousse donc qui diffuse ça. Voilà, donc c'est soirée de jeu de rôle, le nom de la boîte. Voilà. Je crois qu'il y en avait deux même d'ailleurs. Il y en avait un chez Larousse et je crois qu'il y en a un autre mais qui était plus cher et je sais plus chez quel éditeur. D'accord, ok. Je fais des recherches, je t'ai laissé dire que ce jeu avait été écrit par quelqu'un qui t'avait traité de pouf, Flavie. Je voudrais pas faire du troll, mais il me semble bien que c'était le gars de. C'est le gars du podcast là, du Poolcast ou je sais pas quoi, qui avait dit que t'étais la pouf de la cellule. J'ai bien rappelé ce genre de truc. Bref. Ouais, tu sais, il y a des gens aussi qui disent que en fait toutes mes idées et tout ce que je dis, c'est toi qui me les souffles. Alors je suis plus à ça après. Voilà, j'avais vu ça. Mais en tout cas, incroyable. Le retour du jeu de rôle dans les supermarchés. Donc voilà. Donc pour tu vas faire partie de ces jeux-là. Donc pour la distribution, mais aussi donc il y a un autre aspect qui est rentré en jeu, c'est évidemment l'aspect prod quoi. Hein? Prod. Oui, c'est ça. C'est pas moi qui vais faire ça. Je me suis aperçu. Alors l'Horloge du Diable, je l'ai en tête depuis. Alors vraiment en tête, je l'ai depuis 2014. Et là, on est en 2018. Ça va faire. C'est ça, c'est 2018. Oui, aujourd'hui on est 2018. Oui. Quand on enregistre ce podcast, on est en 2018. C'est pas sûr qu'il soit pas diffusé en 2019. C'est pour ça que je demandais. Et donc ça va faire maintenant 4 ans en fait, grosso modo, que je suis dessus. Au bout d'un certain moment, j'aimerais bien que ça arrive à son terme. C'est une charge de travail et donc la production. Démarcher les imprimeurs pour qu'il y ait des prix qui soient plus concurrentiels. Enfin, tout ce travail-là, en fait, c'est pas moi qui vais le faire. Voilà, le travail de l'indépendant, en règle générale, qu'on a moult fois décrit. Le risque financier, parce que si tu veux toucher plein de gens, c'est pas imprimer 200 exemplaires. Hein. Oui, en plus, oui. Ça c'est le fait que je vais pouvoir, en plus de ça, commencer tout de suite très très haut en termes d'exemplaires par rapport à ce que j'aurais pu faire si j'avais commencé seul. Si j'avais commencé seul, je sais pas, on avait déjà commencé à regarder, puisqu'on s'était renseigné. On devait, pour que ça commence à devenir intéressant, il fallait déjà en imprimer 1000 exemplaires, mais
j'étais absolument pas sûr d'écouler 1000 exemplaires. Ah oui, c'est chaud. Écouler 1000 exemplaires en indépendant, c'est compliqué. Hein. Je sais, très difficile. Je sais bien. Surtout dans une période courte. En tant que premier jeu. Exactement. Et ça, c'était ma problématique, c'est que ça commençait à devenir rentable à partir de 1000 impressions, mais il fallait bien les écouler par derrière. Et si j'en imprimais que 500 par exemple, déjà moitié moins, c'était pas viable quoi. Donc toutes ces problématiques au niveau de l'argent, au niveau de comment c'est très fort en norme. Oui, puis toi c'est un jeu en plus avec du matériel. Dès qu'il y a du matériel, les coûts sont juste. Ouais, et puis c'est compliqué. Un sablier, c'est con, mais c'est compliqué. C'est très très compliqué à gérer le matériel. Parce que tu te retrouves à avoir géré les stocks chez toi. Oui. Assembler les boîtes. Regarde ce qu'il y a derrière les boîtes. Ah non mais je sais. Il y a une hauteur de caisse de cartes de Vademecum là derrière. C'est hallucinant. En termes de matériel, c'est chiant. Moi, j'étais obligé de rester pendant des mois quand je faisais la précommande de Vademecum avec chaque fiche de perso de Vademecum alignée là sur mon bureau et à tri. Heureusement que j'ai de l'espace. Et puis la dose de le matériel, si t'as pas de LED, je me suis retrouvée à aider Romaric le soir après le boulot pour gérer les cartes, le matériel, pour s'arranger pour que personne soit oublié. C'était non mais attends, c'était hallucinant. On a reçu pour Vademecum. Quand il y a du matériel, je pense seul c'est juste la cata. On a reçu des tas de 500 cartes identiques qu'on devait répartir et dispatcher entre magie, capacité. Attends, il a d'abord fallu les trier. C'est ça. C'est-à-dire, on les a triés concrètement. On a fait chaque Vademecum. On a quasiment composé chaque tas de Vademecum un par un. C'est un travail titanesque. C'était un truc de fou. Moi, j'avais le dos pété. Voilà. Donc, ce problème, je le connais. Et je peux te dire, oui, c'est sûr que là, tu t'es épargné une sacrée charge de travail. Et j'invite les gens à aller voir V+M égale préco, puisque ce sont des problématiques que j'aborde dans justement. Je les ai regardées, justement. Et tu t'es dit, regarde-moi ce couillon. Non, regarde tout ça. Regarde tout ça, quand j'ai échappé. Non, je me suis pas dit ça. Mais, Valentin nous a rejoint, en tant que. Hello. Et donc voilà, effectivement cette charge de travail là, mais bon évidemment après j'en attends aussi de la part directement de l'éditeur avec les personnes directement avec qui je vais être en contact sur par exemple la relecture. Tout à l'heure par exemple j'ai Fly qui m'a fait une petite relecture sur ses fiches de personnes. Bah oui, parce qu'à force de relire des trucs, quand je lis des choses, je suis là c'est pas bien fait, là il manque une virgule, ça c'est une tournure de phrase un peu trop alambiquée, ce serait plus simple si tu mettais juste tu sais. Donc voilà. Voilà, c'est exactement ça. Donc en plus de ça, j'attends ça, ce qui fait que là j'aurais pas forcément à le faire peser sur finalement mes proches, puisque d'habitude comment est-ce que je faisais, c'est je le faisais relire à mes amis quoi. Bien sûr, ouais. Ok. Donc là, du coup, tu t'es quelque part en signant ce contrat, ou en te préparant à signer ce contrat, tu t'offres, du temps. C'est ça. Et du coup, aujourd'hui, t'en es où ? Sur quoi exactement? Genre qu'est-ce qui est figé dans ton matériel, qu'est-ce qui reste à figer, qu'est-ce qui a été négocié, s'il y a des choses dont tu peux nous parler, oui. Genre je sais pas, le prix de vente, est-ce que tu sais combien tu vas toucher toi, est-ce que tu as un illustrateur, combien il va être rémunéré lui, le nombre d'exemplaires qui vont être imprimés au début. Enfin voilà, des trucs comme ça quoi. La marque de tes caleçons. Ouais, c'est ça, si t'as le droit de le dire aussi, attention. Alors après, je sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas, je vais essayer d'être prudent, mais par contre, je vais quand même essayer d'en dire un peu. Donc on peut savoir la marque de tes caleçons, Mathieu. Je pense que c'est ce pourquoi les auditeurs écoutent ce podcast. Exactement. Je sais, c'est pour ça que j'insiste. Est-ce qu'ils sont écolabels, surtout ça la question. Bonne question. Alors donc oui, on a eu pas mal d'allers-retours effectivement entre eux et nous. Ce qui est fixé, c'est les règles, le jeu en tant que tel. Donc c'est un jeu à minuter sur agenda. On a carrément mis comment est-ce qu'on appelle ça, un cahier des charges en termes de pièces qu'on veut. Donc ça veut dire que on sait qu'on veut tant de cartes, on sait de la taille. En fait, nous c'est nous qui l'avons fixé. En fait, on a dit on veut ça. On veut tant de feuilles pour faire les agendas, on veut un sablier, etc., etc. Et ensuite, il y a eu quelques allers-retours entre eux et nous
parce que eux en fait ils vont quantifier si tu veux le prix que ça va coûter à partir en fait de notre cahier des charges, et ils vont nous dire si oui ou non qu'est-ce qui va pouvoir rentrer, ou si c'est trop cher. Par exemple, là, on est en train de parler du sablier, par exemple. Le sablier, est-ce que c'est possible de le retirer et de le remplacer par autre chose, par exemple, parce que par une Rolex, ça serait pas mal. Parce que justement, ça peut être un peu trop cher, et parce que ça peut faire basculer l'objet en fait en catégorie jeu plutôt qu'en catégorie livre, par exemple. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont... Le fait qu'il y ait ou non un sablier, s'il y a des cartes, ça peut rester du livre. Ouais. D'accord. En fait, le délire, c'est que à partir du moment où tu es obligé d'avoir une boîte en termes de packaging, ta TVA est beaucoup plus élevée, que lorsque tu es un objet livre. Mais c'est vraiment le format de l'emballage. Si c'est une boîte, mais que dedans t'as que du livre et du papier, ça reste. Alors il y a des exceptions qui sont passées du temps justement du jeu de rôle, des premières heures de jeu de rôle, je crois. Mais globalement, aujourd'hui, il y aura pas d'exception, quoi. Enfin. D'accord. Parce que de toute façon, avec des jetons et compagnie, ça peut difficilement se vendre en étant autre chose qu'une boîte, en fait, non ? Ben après, ça va être à eux de réfléchir sur cet aspect-là. Après, on peut toujours avoir des coffrets livres ou des choses de ce genre. C'est ça. Mais le sablier, il va être difficile en termes d'épaisseur à faire rentrer dans un coffret livre. Autant quelques jetons ou quelques trucs à découper, ou tu vois. Et puis dans les trucs à Cultura, par exemple, t'as pas mal de choses qui sont vendues dans les espaces ésotériques avec des pierres dedans, ou avec du matériel, mais généralement c'est du petit matériel, il y en a qu'un seul dedans. Donc ça tient. Sauf que là, du matériel que j'ai vu, il y a des cartes et des choses, plein de petits jetons. Si tu rajoutes en plus le sablier, ça commence à faire mine de rien beaucoup, je pense, dans la boîte. Et donc c'est quoi ? C'est un minuteur électronique de petite taille ? Oui, alors après il y a plein d'options qui sont viables. Il faut regarder. D'accord. Par exemple, peut-être travailler sur une application, je sais pas. Mais ça serait une question de toute façon qui nous serait. Mais de toute façon, vu que c'est des trucs de 5 minutes, on a tous sur des iPhones ou des choses comme ça. Voilà, c'est ça. 5 minutes, et donc tu pourrais matérialiser plutôt ça par un jeton. C'est vrai que moi je trouve ça élégant, le sablier. Ça peut être un jeton et à côté le minuteur. Et comme ça, tout le monde a accès au minuteur. Effectivement. C'est vrai que c'est plus joli de voir le sable couler, et on a moins l'option de compter les secondes, et ça, enfin, moi je trouve ça plus beau, mais rien n'empêche de créer une application où on voit du sablier, on voit du sable couler. Hein. Ouais, effectivement, t'as raison. Et pourquoi t'as ce sourire ? Pourquoi t'as ce sourire là, Adrien ? Parce que c'est un élément sur lequel là tu fais un sacrifice, en fait. Ouais, mais j'aurais dû. Ah bah oui, c'est normal. Effectivement, et j'aurais dû le faire de toute manière, même en tant qu'indépendant. Je sais pas. Si, c'est sûr. Ah si, sûr. Bah non, toi, Romaric, t'aurais dit, bon, mon jeu, c'est pas grave, je le vends 100 € et j'aurai un sablier à 80 € dedans. Non, j'aurais pas fait ça quand même. Non, moi j'aurais fait le coup du sablier. Pour Vademecum, j'y avais pensé. Parce que dans Vademecum, il y a cette idée qu'au cours des scènes d'action, on doit les timer plus ou moins. Chaque joueur doit avoir qu'1 minute de temps de parole. Et donc au départ, on avait joué avec du sablier, No Fly. Ah ouais, mais c'était pas possible. Et donc on y avait franchement pensé. Et je sais qu'à un moment donné, quand j'ai retiré les sabliers des mécaniques, j'ai aussi ajouté un argument supplémentaire qui était, et en plus ça me retire une belle épine du pied parce que ça va être bien relou à vendre, etc. Parce que moi je veux vendre vraiment, enfin pour Vademecum, j'avais vraiment l'intention quand même de produire un livre et des cartes seulement, quoi, et pas rentrer justement sous la juridiction de la boîte qui est vraiment contraignante. Et à produire une boîte, ça coûte cher. Ça coûte assez cher en fait. C'est pas donné, quoi. C'est, en tout cas, quand tu n'en fais que 200, comme c'est mon cas, tu vois. Quand t'en fais 1000, 2000, 3000, tiré à 1000, comme on dit, ça commence, les coûts commencent à c'est ce que j'avais vu moi-même déjà, juste en faisant des recherches. Mais l'horloge du diable, on mettra 20 ans à les vendre, en faisant un podcast hebdomadaire sur le sujet. Eh oui. Parce que c'est ça, enfin par exemple si on prend les jeux indépendants qui se sont le vendu à le plus d'exemplaires, c'est quoi ? C'est Prosopopée, c'est Sens. Apocalypse World. Ah oui, là, je parle des francophones. Hein. Je parle de comparons ce qui est comparable. Je te parle pas des Américains. Là. Je te parle des francophones. Et puis le marché est plus grand en Amérique. C'est le Val. Oui, parce que je me souviens comme ça des Chroniques d'Erdor, le jeu de celui qui avait ouvert un atelier à côté de nous sur Silent Drift, où justement il avait pris les chiffres du marché américain et puis s'était dit juste en français, tu vois, il avait fait des calculs comme ça à la louche. Puis c'est bien planté parce que justement c'est pas du tout le même marché. C'est pour ça que je parle à échelle comparable. Hein. Dans l'indépendance francophone, Prosopopée, le Val.
Sens Renaissance, c'est des jeux qui traînent depuis combien de temps ? Depuis 2008. Et avec un podcast de la cellule qui en parle régulièrement, etc. C'est-à-dire que tu vois, il y a combien aujourd'hui de vendus de Sens Renaissance ? Le Sens Renaissance, c'est entre 500 et 600 aujourd'hui. J'ai pas fait mes derniers trucs. Et donc tu vois, ça fait le Val a dépassé 600 maintenant. Il est au-delà de Sens Renaissance. Mais bref, donc tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu vois les espérances par rapport au. Donc là, moi je crois que t'as fait un bon choix. Enfin, tu vois. Adrien. Non, c'est le 8 mai, c'est il y a aussi l'aspect retour sur investissement derrière. Alors voilà, c'est ça. Parce que là aussi, on n'a pas encore parlé d'argent. Est-ce que tu sais combien tu toucheras toi ? Alors à la fin, à peu près, hein, c'est. À la fin, oui. Alors d'après mes calculs, ça serait vendu quoi, 30 € le truc ? Ouais, c'est pas encore fixé. Oui, en fait, mais c'est toujours, cette ordre de grandeur là, quoi. C'est ça, exactement. À 5 € près, ça sonne en fait, comme à peu près s'aligner sur les prix de, c'est ce dont on a parlé. Time Story, d'accord. Voilà. Je pense. Mais Time Story, c'est plus cher que ça parce qu'il y a quand même beaucoup de matériel et une très grosse boîte. Le jeu de base coûte dans les 60 ou 80 €. Mais attention à prendre avec des pincettes parce que en fait, il y a vraiment rien qui. Oui, non, mais... De toute façon, toi, on t'a parlé de ta rémunération sous forme de pourcentage. C'est ça, c'est tout. Ouais. Voilà. Okay. Et donc, c'est quoi ? Moi, je suis avec Alex, on est à 6%. Alors, avec Alex, c'est-à-dire qu'à vous deux, vous partagerez 6% du prix de vente. Et l'illustration, c'est vous qui en chargez ? Non, on s'en charge pas. Nous, on est. D'accord. Et vous savez combien il est payé, l'illustrateur, ou pas du tout ? Non, pas du tout. Non, ça après, c'est hors de notre. Okay. Parce que parfois le deal est passé avec l'auteur et l'illustrateur en même temps, et donc du coup. Non, et du coup, nous, on était que deux. Alors à deux, c'est un peu plus que les contrats que. Ouais, c'est pas mal, hein, 6%. Passer. Mais c'est juste un peu plus, quoi. Ouais, non, c'est, Voilà. Bah, nous, on est plutôt satisfait quand même là-dessus. En fait, on se lance, quoi, grosso modo. C'est la première fois finalement qu'on fait ça, donc. En tout cas, tu n'es pas dans la démarche de. C'est du jeu de rôle, donc je le fais gratos. Tu vas quand même avoir une rémunération. S'il s'en vend, bah attends, Adrien, s'il s'en vend déjà. Oui, attends, vendu 30 €, t'es en train de faire des calculs, là, Adrien ? Ouais, cool, super, je voulais le faire. 200 € pour 1000 boîtes. 200 quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Ça fait 90 centimes par tête. 1,80 € pour les 6%. Sur 30 € de prix de vente. Donc s'ils vendent 100 boîtes, ils gagnent 900 balles ? Donc s'ils vendent 1000 boîtes, oui, s'ils vendent à eux deux, ils se font 1800. Bah, je sais pas très bien ce que ça représente, mais. Bah, en fait, tu te dis que tu as bossé 4 ans. Ah oui, là-dessus. Non, mais même, de toute manière. Non, mais c'est pas pour rapporter au salaire horaire, c'est juste pour avoir une sorte d'échelle. Enfin, il y a pas de. Enfin, je veux dire, Rome, moi, enfin, tous les auteurs de jeux indés. Rome, c'est particulier parce que toi, c'est vraiment ton activité principale, mais. Ouais. Vivien, c'est pas des chiffres mirobolants, on le sait. Hein, Vivien est arrivé, coucou Vivien. On fait ça comme un mec qui va vendre 2-3 trucs au marché de temps en temps, tu vois. C'est pas. J'ai touché 1200 €. Voilà. Ça a l'air d'être un peu dans la. Ouais, c'est ça. Mais en fait, en gros, si tu veux prendre pour 1000 exemplaires, toucher 1800. Un indépendant fait ça, il se tire une balle dans le pied. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, un indépendant, moi sur l'agence, en ayant vendu, en gros, je me fais un peu moins de 4 € par exemplaire et j'en ai vendu 100. Donc en gros, tu vois que c'est plutôt 4,50 €. Et encore, c'est parce que je partage avec mon illustrateur qui touche autant que moi. Donc la marge qu'on se fait est ouf comparé à ce que tu te fais. Oui, c'est vrai. Donc en fait, le nombre d'exemplaires à vendre est pas le même. Et c'est toujours intéressant de regarder à quel nombre d'exemplaires on se recoupe pour voir à quel moment le facteur de je touche plein de gens est intéressant. Mais attention, toi tu t'affranchis de plein de boulot. C'est ce que je voulais dire. En fait, grosso modo, j'ai une peine en moins qui va être quand même assez conséquente. Et surtout pour ton jeu. Et surtout pour ton jeu qui a du matos. Hein. Et du marketing et en fait du démarchage. Alors faut faire attention. C'est que le marketing, c'est pas un vrai argument parce que en passant par l'éditeur, tu vises à en vendre 1000, donc tu as un marketing pour en vendre 1000. Moi, j'avais pas spécialement d'objectif. Donc si j'en vendais 100, j'étais content. Donc c'est pas la même vision du marketing. Tu vois, je fais 2 podcasts, une interview dans un journal et c'est parti quoi. Donc le travail de marketing est pas. Tiens, et puis là il y a Vivien qui a quelque chose à dire. Juste une question du coup. C'est 1000, il sort d'où ce chiffre en fait ? Ah non, c'est moi qui l'ai craché comme ça. Parce que pour moi, quand tu passes par un éditeur, on va dire théoriquement, quand tu passes par un éditeur important, ton objectif idéal, ce serait pas d'en vendre 1000, ce serait d'en vendre
1500, 2000, quelque chose comme mais ça reste le même ordre de grandeur. Tu m'aurais dit 10 000, je t'aurais dit effectivement. Ah oui, mais bon. C'est pas un facteur 50%. Voilà, mais c'est pour dire que normalement, passer par un éditeur, c'est aussi le but de multiplier par bien sûr. Surtout, je sais pas si des noms d'éditeurs ont été sortis, avec mais avec ta chaîne, avec Brajlon, là on commence à rentrer dans quelque chose de largement supérieur à ce que, puisqu'on parle de Sébastien Cellerin, à ce que 12 Singes par exemple peut proposer quoi. Et c'était Brajlon, c'est de la grosse machine, c'est de l'éditeur d'édition traditionnelle qui se met dans le jeu de rôle, et s'ils arrivent pas à faire plus de 1000, faut qu'ils vont replier leur canne et ils vont arrêter le jeu de rôle. Eux, c'est 2500 à mon avis. Je sais pas, comme objectif quoi. J'ai pas d'informations par rapport à ça. Donc lui il gagne. Donc Mathieu, je t'invite à t'y intéresser. Ça ou l'exploitation des auteurs pour se rattraper du peu d'exemplaires vendus, mais ça c'est. Flavie, tu voulais intervenir. Oui, et puis ça dépend plusieurs choses. Ça dépend aussi sur le temps en fait où ça va être vendu. Donc, combien de temps ça restera en tête de gondole? Un produit comme ça peut rester longtemps en tête de gondole. Si c'est leur premier jeu de rôle, voilà. C'est donc en fait, peut-être pas très d'accord. Ça dépend. Maintenant, c'est ton premier jeu, tu dis. Cette prononciation Yoda, je ne m'y attendais pas. Donc tu dis que c'est ton premier jeu. Donc ça veut dire que tu vas avoir quand même directement une visibilité. Je pense pas que tu aies signé de contrat avec eux d'exclusivité pour tes futurs jeux. Donc ensuite, libre à toi. Parle dans les micros. Non. Libre à toi en fait ensuite de tabler en fait sur cette popularité. Si ça marche, pourquoi pas quand tu le peux. Oui, il y a Vivien qui dit capitalise. Oui, là on parle dans ce monde-ci de gagner un peu d'argent en vendant des livres. Donc oui, oui, malheureusement. Donc capitaliser sur cette popularité pour essayer de vendre des livres ensuite d'une autre façon en étant indépendant, et ensuite pourquoi pas fais comme t'as envie, tu vois, ça te permet d'avoir de la liberté après. Parce que c'est Brajlon qui va gagner la popularité, Flavie, absolument pas Mathieu Mine. J'ai été incapable de trouver, quand j'ai fait tout de suite, je viens de faire une recherche sur le Larousse qui est sorti. Tu sais, le jeu de rôle de Larousse qui est sorti. J'ai peiné et je n'ai pas trouvé à trouver le nom de l'auteur. D'après ce que j'ai compris, tu crois que Mathieu Mine il sera mis en valeur? Je sais pas. En tout cas, sur la boîte, un jeu de Mathieu Mine, il y aura écrit ça sur la boîte. Oui, il y aura écrit ça. Oui. Enfin, en tout cas, c'est. C'est bien. Mais tu vois, moi je pense que c'est surtout Brajlon qui va gagner en. Tu compares un jeu générique voué à l'initiation et un jeu plus d'auteur. Très forte, ouais. Après, peut-être que ce sera pas le cas. Je fais confiance à Stéphane Marsan. Je peux pas l'affirmer, mais quand même, Brajlon, on connaît des auteurs de Brajlon, tu vois. Tout à fait. Alors après, pour le jeu de rôle, ce sera peut-être un peu différent, mais bon, ils ont des auteurs et ils aiment aussi quand même les mettre en avant, surtout pour fidéliser une certaine clientèle. Allez, je vous l'accorde. Après, vous, en tant que consommateur de produits de supermarché, vous faites vraiment attention à l'auteur des choses que vous achetez? Attention, parce que moi, quand j'achète à Cultura, parce que là, on parle du supermarché, mais en vrai, il a plutôt parlé de Cultura. Oui, tout à fait. Moi, quand j'achète à Cultura, tu peux pas acheter un livre au kilo, en fait. Voilà, c'est ça. T'achètes pas. De toute façon, c'est pas comme ça que ça se vend. Ok. Qui peut me dire le nom des auteurs de Time's Up autour de cette table? T'es en train de comparer l'horloge du diable à Time's Up? Non, mais je veux dire. T'es en train de comparer du jeu de société édité il y a longtemps. Je suis désolé, mais excusez-moi. Je peux te parler de Vladash Vatli, il y a pas de problème. Non, mais c'est pas le problème. Ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où on entre dans le monde du jeu de plateau, il y a combien d'auteurs vraiment qui capitalisent sur leur nom dans le jeu de plateau? Il y en a 4. Sommes-nous dans l'univers du jeu de plateau quand on parle de Brajlon? Non. Il dit qu'il veut pas être édité comme jeu. Là, on parle de Brajlon. Ils sont pas spécialisés dans le jeu de plateau. Ils sont spécialisés dans le livre. On verra. En tout cas, l'idée de capitaliser sur son nom d'auteur quand on n'est pas auteur indépendant, mais qu'on est édité, je trouve ça. Tu vas voir, son nom, il va être noyé sous des éditeurs, sous les noms sous les crédits des éditeurs, etc. Ce sera pas facile de capitaliser. En fait, c'est pas avec tant qu'il soit Alexandre noyé. Et Mathieu. Je pense que c'est pas le temps que ce soit difficile de capitaliser, c'est plus que le public auquel tu vas t'adresser, c'est-à-dire les gens qui vont acheter du jeu là-bas. C'est des gens qui achètent pas forcément beaucoup de jeux. Et donc, du coup, c'est des gens pour qui c'est un achat ponctuel. Exactement. Qui ça, sera c'est peut-être pas amené point. à se répéter. Ça, c'était mon deuxième point. Mais pas que. Mais pas que. Pas que, je voulais dire,
par là aussi que il peut y avoir des gens qui sont un peu plus amateurs de livres. En fait, grosso modo, le but du jeu aussi, c'est d'aller chercher des gens qui ne viennent pas en fait tout simplement au jeu des jeux. C'est le prosélytisme de jeu de rôle que t'es en train de nous faire là. T'es en train de nous dire j'ai envie que le média jeu de rôle et ça je le comprends et c'est absolument. Et donc aller chercher surtout des lecteurs d'enquête en fait tout simplement. Ouais, non mais très très être classé à côté du rayon polar et c'est ça exactement. Encore une fois, moi je ne critique pas ta position Mathieu. Je voulais juste rebondir sur l'idée de capitaliser sur le fait de. Je suis pas sûr. Après moi c'est ça qui a été dit, c'est-à-dire que mon nom et donc celui d'Alex seront présents sur toutes les boîtes effectivement et enfin ou livres. Et pour finir, moi en tant qu'auteur indépendant, je ne peux pas dire aujourd'hui, alors que je suis l'auteur de Sens Renaissance et du Val, qui sont des jeux qui ont bien marché toujours relativement au secteur de l'indépendance francophone, etc. Je ne peux pas dire que je puis capitaliser sur mon nom, puisque quand je sors un autre jeu, comme Vademecum par exemple, je constate que les ventes ne sont pas terribles. D'accord. Donc ça veut dire que même entre guillemets, même moi qui suis auteur indépendant, revendiqué, vraiment Romaric Briand, c'est même ma marque, c'est le nom de ma boîte d'édition, tu vois. La boîte d'édition Bragelonne s'appelle pas Stéphane Marsan, elle s'appelle Bragelonne, tu vois ce que je veux dire. Moi, mon nom c'est ma marque. Je suis personal branding, et je n'arrive pas à capitaliser sur mon nom. Et là, Flavie, tu me dis que Mathieu, enfin tu vois, tu dis Mathieu, il pourra capitaliser sur son nom parce qu'il est distribué dans le Mais il me semble être depuis des années une grande optimiste et qui te pousse qui est toujours derrière toi et qui te dit que voilà, il y a pas de raison que je le fasse que pour toi. Mais non, mais capitaliser sur le nom, c'est pas dire j'ai vendu 1000 jeux, il y a 1000 gens qui vont me suivre. C'est peut-être juste 20 en fait, mais 20 c'est suffisant. C'est déjà pas mal. Ils vont parler à leurs potes parce que, c'est ça. Tu pars avec. Non, c'est un début. C'est un début. Non, mais c'est génial. C'est clair, me cool. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ah si, moi j'adore te faire dire ce que t'as pas dit. Bien sûr. Non, mais je trouve ça génial pour Mathieu. Encore une fois, il réalise vraiment. Moi, j'ai la sensation que tu as réalisé ton objectif, ton rêve en fait. Bah oui. Après, faut que ça se concrétise. Faut que ça se concrétise. Mais non, mais si, mais arrête. Oui. Qui n'en rêvait pas? Enfin, je veux dire, au départ, quand on commence en dehors des débats de l'indépendance et de l'édition, etc., je suis désolé, quand on commence à écrire un jeu ou à écrire un livre, on en rêve d'être sur les étals et que son papa, sa maman, sa grand-mère puissent croiser notre nom, notre jeu, notre boîte dans un supermarché. Qui n'en rêve pas? On en a tous rêvé. Mathieu Mille l'a fait. Valentin l'a pas fait. Je m'en bats un peu les couilles aussi. Non, mais d'accord, mais je veux dire, quand tu ne connais pas les problématiques de l'indépendance et tout ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est. Ah bah si, oui, je suis très content. Ça, Mathieu Mille l'a fait. Voilà. Donc c'est vraiment chouette. Et j'ai vu que t'avais un plan là, t'avais plein de. Non, c'est bon, j'ai déjà dit tout ce que. Il y a un plan quelque part. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Il fait comme pendant les parties, tu sais, il time, il dit à telle heure, Romaric a dit ça. À telle heure, on m'a critiqué. J'ai tout noté. Dans mon livre des rancunes. Je me vengerai un jour de ce qui a été dit ce soir. En fait, je suis très curieuse parce que je crois qu'il y a des notes qui ont été prises pendant notre partie de tout à l'heure. Et depuis tout à l'heure, j'essaye de jeter un coup d'œil. Ça a été très rapide. C'est une note factuellement à quel moment on en est, à quelle heure, c'est ça? Ouais, je note. C'est pour toi savoir quelle durée ça fait? Quelle durée ça a fait, le nombre. Qu'est-ce qui a posé problème? Ouais, c'est ça, le nombre de scènes. Je te lis pas. Ah oui, je suis obligé d'écrire très très vite pendant que je fais dessus. Ouais, voilà, c'est ça. Là, on voit. Alors, vous qui avez joué au jeu, Adrien, j'ai perdu au jeu. Valentin, ils choisissent. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On n'a pas eu l'occasion d'avoir vos retours à la cellule. Qu'est-ce que t'en as pensé, Adrien, toi, du jeu de l'Horloge du Diable? Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. C'est un jeu qui est vraiment cool. Je pense que, pour revenir sur ce qu'il disait, c'est un jeu qu'il aurait du mal à vendre en tant que jeu de plateau. Oui. Parce que d'un point de vue... En tant que jeu de société, de rôle, tu veux dire? Non, de jeu de plateau. En tant que jeu de plateau. Ah. Parce qu'en fait, les mécanismes de jeu de plateau sont un peu légères. D'accord, ouais. Elles sont très intéressantes pour du jeu de rôle. Parce que ça amène assez bien la notion de temps limité, la notion il faut faire des choix, la notion de, c'est quand même du jeu de rôle avec, on doit suivre sa description, comprendre ce qui a du sens. Genre, moi, je pense à une scène où on devait ouvrir un coffre et on s'est posé la question de quels sont des nombres significatifs pour la personne qui a ce coffre-là. Et on a une petite discussion pour en parler. Et effectivement, là-dessus, on pourra en discuter longuement parce que c'est un sujet qui est très intéressant juste pour décoder un code. Ce que j'ai trouvé mais en fait, cool c'est ça qui fait que c'est du jeu de rôle, le fait que tu essayes de comprendre quels sont les chiffres significatifs pour lui et il y a une vraie solution.
Mais en fait, il y a une marge d'interprétation de dire à quel moment les joueurs ont une solution qui est suffisamment proche pour que ce soit valide. Non, ce que j'ai trouvé cool, c'est que justement, on n'avait pas compris du tout la psyché du personnage, puisque moi je l'avais compris. Ouais. On a dit en fait justement, on avait proposé du coup la date de sortie de l'armée. Or, c'était sa date d'entrée à l'armée qu'il avait choisie. Et moi, après, du coup, j'ai compris. Mais ouais. Et du coup, ensuite, je me suis dit, ok, j'ai pas compris le personnage comme je devais le comprendre. En fait, il était content. C'est ça qu'il choisit. En fait, pour moi, sa sortie de l'armée, c'était aussi. J'ai quitté une belle époque en fait. Pour moi, c'était l'âge d'or de l'armée en fait. Je le pensais pas. Comme moi en tout cas, je l'avais pas compris. Du coup, quand j'ai vu qu'il avait choisi cette c'est pas grave. Ce code-là, il changera dans le bouquin. Il mettra plutôt la date d'anniversaire. De toute façon, il est plus indépendant. Alors si on peut le pourrir un peu. Mais bon, ouais, c'était intéressant du coup de voir que la psyché allait avec ce code. Et donc, cet aspect est très intéressant. Les mécanismes de cartes de pression, de cartes de flics, c'est des choses qui sont très simples, qui ressemblent un peu, enfin qui se rapprochent un petit peu de ce que je disais dans le gadget. C'est-à-dire c'est pas indispensable, tu pourrais presque jouer avec des cartes neutres où il y a pas de texte, mais en fait c'est des petits éléments qui créent de la cohérence parce que oui t'es un flic et le coup de pression, le fait que des fois ça puisse être je suis un peu trop violent et je tabasse le mec, ou alors je me donne à fond et je vais, c'est plein de petits détails qui effectivement sont tous intervertibles, on pourrait s'en passer, mais ça donne une couleur et une richesse au jeu qui est vraiment, moi j'ai passé un très très bon moment, et ce que je lui ai dit et ce qu'on en discutait un petit peu avec Rome avant, c'est que la force et la faiblesse de ton jeu, c'est que c'est énormément de boulot pour quelqu'un de préparer une partie. Donc, c'est un challenge. Donc, du coup, moi, je sais que c'est un jeu sur lequel je prendrai énormément de plaisir à créer des préparations. C'est, du coup, pour moi, c'est un argument d'achat, tu vois. Me dire, je vais bien me marrer à créer une préparation. Parce que je sais à quoi ça doit ressembler. Peut-être que tu vas mettre des conseils dans le jeu, je sais pas, je sais pas à quel point. Bon, peu importe, que tu en mettes ou pas. Peut-être qu'il va plutôt les vendre séparément pour faire du fric. Oui, mais maintenant qu'il est édité, le but. J'allais y venir après. Mais en tout cas, donc, t'as tes scénarios, c'est prenable en main par quelqu'un qui découvre, donc c'est cool, c'est du jeu clé en main, c'est bien. Et puis ensuite, t'as cet argument, je pense qu'il y a dû se plaire aux éditeurs, c'est une des raisons pour lesquelles ils t'ont appelé, c'est le fait que les scénarios sont complexes, sont riches, sont cohérents, et donc il y a du potentiel à supplément. Oui, c'est ça, oui. Et ça, c'est une manière les scénarios sont des petits livres. Ouais, c'est ça. Et à voir jouer, c'est celui-là intéressant. était une belle histoire, et je pense qu'il y a plein de belles histoires à faire. Et en plus, une autre des forces du jeu, c'est que ton mécanisme au centre Adrien fait un polar thriller enquête, mais n'est pas suffisamment teinté pour empêcher de faire de l'enquête pacifique dans un village anglais très élégant jusqu'au plus sordide thriller avec et même du 24 heures chrono avec un attentat, une bombe qui a été posée. On peut faire plein de choses avec, et ça lui donne une souplesse très intéressante. Ça peut émuler plusieurs styles de type de policier d'enquête. Exactement, c'est ça, ouais. Donc vraiment le thriller, ou alors le whodunit à la Hercule Poirot qui rentre et qui dit je vais vous dire qui est l'assassin. Valentin, t'en as pensé quoi ? Eh bien, j'ai testé le jeu et j'ai vraiment adoré. Moi, je trouve que c'est absolument super comme type de jeu. Il y a, en fait, je sais pas si vous en avez parlé dans le podcast puisque je viens d'arriver, mais il y a énormément. Alors moi, indépendant par indépendant, c'est absolument pas ma question. Tu m'étonnes. J'en ai juste rien à faire. Tu crois que c'est la mienne ? Mais en tout cas, en termes de conception de jeu, il y a vraiment, je trouve ça, c'est un bijou en fait de game design pour moi. Il y a vraiment énormément d'éléments. Bon, faudrait passer des heures à disséquer ça. On n'a pas le temps. Il m'a beaucoup fait penser à l'agence sur le plan, puisqu'Adrien est avec nous, sur le plan mécanique des événements qui découlent. Des mais il y a plein de choses qui sont super bien vues. Enfin, c'est ouf. Moi personnellement, Mathieu Mine, game designer, j'achète l'Horloge du Diable. J'achète ses procès en jeu direct. Même s'ils sont édités. Il y a aucun problème. Et Alex, bien sûr, et Alex. Enfin, je veux dire, en tout cas, c'est clairement moi un jeu que j'adore. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de game design, mais bon, il y a vraiment énormément de choses que j'adore dedans, en tout cas. Voilà, mon avis. Bien sûr. Vivien, t'as eu l'occasion de jouer au jeu ? D'ailleurs, j'en profite juste une seconde. C'est surtout Alex pour le game design. D'accord, ok, très bien. Alors moi j'ai un conseil, surtout si vous pouvez, jouez pas des persos introvertis, parce que c'est ce que j'ai fait. Et du coup ça a pas marché.
Désolé. D'accord. Donc toi, le jeu n'a pas fonctionné parce que tu avais choisi un personnage introverti. Ouais, entre autres, et puis parce que je dis, je vais jouer un polar et un personnage introverti. Mais parce que on me refile un perso qui est traumatisé parce que son amour est mort. Traumatisé, il est alcoolique. C'est le truc de base. Ça, un traumatisé, il est alcoolique et violent, tu vois. Mais tout le monde le sait. Mais voilà, parce que un équipier est mort, donc elle est triste, voilà. Bon, d'accord. Du coup, c'était pas marqué. Du coup, elle parle pas aux gens, elle fait pas d'enquête. Non, bon, d'accord. Ça, c'est ma faute. C'est vrai que si elle parle pas aux gens pour faire l'enquête, ça va être un peu compliqué. C'est pas vrai, elle a parlé en fait. Mais type, il fait un personnage muet dans le jeu de rôle. La vraie difficulté que j'avais eue, je me souviens, c'était d'articuler le fait qu'on est là pour faire une mission, un scénar, etc., et enquêter, et en même temps que des fois, il fallait faire du roleplay. Du coup, on allait assez vite en fait pour pas perdre trop de temps, et du coup on avait du mal à se ménager des plages, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait des moments très cool, quoi. Alors que justement, moi j'avais un personnage qui était très roleplay, et justement moi au contraire je trouve que ça s'est organisé genre du feu de Dieu, quoi. Ouais, non, mais... Vraiment, enfin moi tous les moments hors scène, en fait, je jouais des trucs avec mon personnage. Il s'avère que bon, j'ai eu du bol en fait, l'histoire de mon perso, mais je pense que ça va être le cas de tous les persos, était reliée en fait, était reliée finalement à l'histoire, ce qui fait qu'au final les cartes de pression, je les prenais pour pouvoir péter les câbles aussi au fur et à mesure pendant les scènes d'enquête. Et du coup, moi j'ai vécu un trou détective, quoi. C'était cool, un trou détective au Japon, mais un trou détective. Valentin, tu voulais rebondir sur ce que disait Viviane tout à l'heure, je crois, mais c'est passé. Oui, enfin, c'était juste pour dire, au Time's Up, faut pas jouer un introverti, Viviane. Sinon, tu vas pas passer un moment et tu vas perdre. Tu pouvais pas me le dire avant, ça fait 15 parties que je mime dans ma tête et les gens ils trouvent jamais, quoi. Antoine, ta vision du jeu. Je voulais ajouter aussi sur ce point-là que je pense qu'il y a un apprentissage dans le jeu qui se fait un petit peu de ce point de vue, même si c'est pendant la partie, le temps de comprendre la différence entre les scènes d'enquête sous pression, sous tablier, et à quel point en fait on est très libre de rajouter des scènes en dehors qui sont non timées pour là vraiment prendre du plaisir à faire beaucoup de roleplay si on en a envie, approfondir son personnage, approfondir les éléments, et donc il y a quand même une vraie liberté même dans la pression et le stress. Plus que ça, c'est pas que des scènes pour approfondir son personnage, c'est surtout des scènes pour discuter de ce qu'on a trouvé. Ah oui aussi. Et parce que c'est génial, le moment où on est timé pour trouver les indices, on sait qu'ensuite on a le temps de les analyser. Ça c'est cool. Moi, j'avais une question toute conne, hein, c'est est-ce que tu as des stats sur par scénar, quel est le pourcentage des gens qui gagnent et qui perdent? Parce que j'ai eu l'impression que nous c'est pas qu'on a roulé dessus, mais qu'on a fini avec quand même beaucoup de temps. Je me suis posé la question aussi. Alors donc il y a eu un rééquilibrage là dernièrement du système, ce qui fait qu'il va falloir prendre ces 2 dernières parties qu'on a faites avec des pincettes. Vous avez roulé dessus, mais alors bon, déjà en règle générale, les gens qui sont ici sont plutôt pas mauvais. Puis après on a aussi accéléré un peu la fin, donc ça a pu jouer. Non. Vous avez fait, il y a des choses qui ont été faites qui étaient bonnes. Il y a d'autres choses qui ont été faites qui ont eu des conséquences désastreuses d'ailleurs. Mais en fait, le fait que vous ayez plus ou moins, vous avez pris un raccourci. Vous avez clairement pris un raccourci. Vous deviez forcément arriver avant. Donc ça, voilà, c'est comme ça. En fait, chaque scénario, sur la plupart des scénarios, on peut briser un scénario. On peut passer à travers. Ça c'est très intéressant. Moi, justement, c'est ma question. C'est est-ce que nous, par accident, on l'a speedrunné ou pas? Et est-ce que en fait, ça arrive, et est-ce que à quelle fréquence il y a des gens qui perdent? Est-ce qu'il y a du skill dans l'horloge diable? C'est ça. En gros, si tu veux, c'est la même question que je sais pas si t'as déjà fait des escape games. Oui. C'est la même question de quand tu vas faire une escape game, en général tu demandes où c'est fourni genre les stades de victoire, parce que en ayant déjà fait quelques-unes, une salle qui nous dit nous il y a 75% de chances de gagner. On sait qu'on va rouler dessus, on va sortir au bout de 40 minutes et on va être un peu frustré, quoi. Alors sur les chances de gagner, l'enrouleur, il est beaucoup plus facile parce que c'est vraiment conçu pour être le premier jeu. Il est beaucoup plus aussi linéaire parce que c'est plus facile. Apprendre les règles, quoi. Ouais, un peu plus. Et puis et l'ambiance aussi. L'ambiance c'est sympa. Ouais, voilà, c'est ça. Il est bien. Et celui que vous avez fait, non, il doit être un peu plus dur, mais par contre, vous avez pris quand même pas mal de raccourcis. Mais du coup, il y a pas mal de gens qui l'ont perdu. Non, alors on fait en sorte, en fait, on essaie de faire un peu une gaussienne, quoi, grosso modo. C'est-à-dire, il y a 10% des gens qui ratent, il y a 80% des gens qui réussissent. Ouais. Okay. Parce que c'est quand même assez frustrant. Non, mais je suis d'accord. 4 ou 5 heures de jeu. Ça me va, en fait. Mais surtout pour une première partie. Mais en fait, vu que tu nous annonces un jeu où on peut perdre,
Bah c'est le cas, ouais. En fait, ça arrive, c'est arrivé. Il faut demander à Valentin, par exemple. Non, mais c'est Valentin qui lose. T'as losé, toi? Ah, on a fail. C'était beau, hein. Mais bon, c'était limite. Il y avait des raisons pour lesquelles on avait fail aussi de notre part, quoi. Mais moi, je trouve ça cool de fail en se disant on aurait pu trouver. Et c'est finalement assez plaisant, quoi. Quand même de fail. Toi qui as le micro, tiens, Valentin, t'as pas trouvé que ce jeu faisait penser un peu à Heavy Rain? Dans le côté, ah oui, il y a eu à fond. Ouais. Ah oui, j'adore. C'est typiquement... En fait, c'est le mix entre du jeu d'enquête et du jeu avec des problématiques de dilemme, quoi. Exactement. Et où tu peux perdre fois, aussi, quoi. Et bien sûr, tu peux perdre. Ouais. J'ai trouvé que ça me faisait vraiment penser à ça. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ah, t'appelles ça du Heavy Rain. Moi, j'avais plus l'impression d'avoir vu un film posé en mode un peu drame japonais, parce que ça se passe au Japon, hein. Parce que certes, il y a une horloge, mais en fait, j'avais quand même l'impression que le rythme était lent. Enfin, il est plus lent, ouais. Dans celui-là, c'est voulu. En fait, on joue avec la tension, quoi. Attention, Adrien. Parce que tu peux avoir justement des scénarios de l'horloge du dilemme. Non, mais bien sûr, mais c'est pas parce que le chronomètre avançait lentement, c'est parce que l'ambiance des scènes, les sujets traités, c'était du drame familial, en fait. Donc, d'accord, ouais. Il n'y a pas de mort au début de notre scénario, en fait. D'accord. Et c'est pas spoilé, ça. Voilà, c'est le point de départ. Il n'y a pas de mort. Tant qu'on connaît pas le nom du scénario, tu spoil que dalle, parce qu'en fait. Oui, mais c'est pas spoilant de le dire, là, parce que de toute façon, on n'a rien dit de spoilant dessus. Vivien. Juste pour dire un truc positif, ce que je trouve très intéressant de... Vivien, attention, il va dire un truc positif. Cachez-vous. Tout va péter. Vivien Fiction. Je drop le mic maintenant et vous ne saurez jamais. Non, juste pour dire ce que je trouve super intéressant, même en ayant fait une partie qui m'avait pas extrêmement convaincu, en fait, c'est que c'est bon, on est sauvés. Non, ce que je veux dire, c'est que l'outil de base paraît extrêmement fertile. C'est-à-dire que je vois de ce que j'entends de ce que Mathieu dit, c'est-à-dire il joue avec cet outil pour faire des ambiances différentes, pour essayer de tordre la chose, pour renouveler l'intérêt, faire une ambiance lente, faire une ambiance plus rapide. On peut imaginer, en fait, je reprends exactement ce qui a été dit, on peut faire du 24 chrono. On peut imaginer une enquête en mode, vous avez que 24 heures, quoi. C'est-à-dire que là, pour le coup, chaque lieu, alors faut modifier peut-être 2-3 notions, notamment la police scientifique, par exemple, elle va pas mettre 2 jours parce que si t'as 24 heures, tu lui dis d'aller se faire voir. Je pense que tu modifies l'agenda, c'est-à-dire tu transformes jour par heure et t'as 2-3 trucs à modifier qui peut-être pourront poser problème, mais du coup, c'est vrai que ça permet un renouvellement que je trouve très intéressant, qu'on retrouve pas si souvent que ça. 24 heures chrono, Jack Bauer, il en fait des choses en 1 heure. Hein. Oui. Dans les faits. C'est clair. Mais et du coup, je trouve que c'est un truc que beaucoup de jeux indé un petit peu dans ce mode-là, tu vois, en mode procédural, tout ça, ont pas l'air d'offrir, tu vois. Souvent, on a l'impression qu'on va refaire la même partie dans les faits, même si on change le décor, l'ambiance sera peut-être pas si différente que ça, quoi. Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec Vivien. Quelqu'un voulait réagir ou je conclus? J'avais un truc à dire. Antoine, t'as encore des trucs à dire. Vas-y, Antoine. T'as encore j'ai pas encore fait mon ressenti sur le jeu. Vas-y, je t'en prie. Alors moi, déjà, le jeu, je l'ai découvert avec le podcast de playtest de il y a 2016. 2016, en 2016. On ne sait pas il y a combien de temps c'était exactement, mais voilà, en 2016. Et dès le podcast, ça m'avait donné très très envie de suivre ça. Et après avoir entendu le podcast, quasiment tous les 3 mois, de temps en temps, je me disais, mais au fait, ça en est où l'horloge du diable? Je regardais un petit peu sur les forums et ailleurs. Je disais, quoi, c'est toujours pas sorti? J'étais impatient. Quel feignant! Exactement. Et pour le coup, le fait d'y avoir joué maintenant ce week-end, clairement, de mon point de vue, les promesses que j'avais vues dans le podcast et ce que le jeu proposait, ça a été tenu et plus encore. Yes. Moi, c'est pas compliqué. Moi, c'est pas compliqué. Je déteste le whisky. C'est l'alcool que j'aime le moins et je ne fume pas et je trouve ça affreux. Mais il y a une scène au moment où le moment de la partie où on a reçu le plus d'indices. Vraiment, l'espace d'un instant, j'ai commencé à me dire, ok, je vais me poser, je vais remonter mes bretelles, poser ma chemise, sortir mon verre de whisky et mon cigare et faire, on n'est pas dans la merde, les mecs. Et vraiment, il y a une synesthésie qui est fabuleuse parce que le nombre de documents et d'indices et de pièces à conviction que tu reçois entre tes mains de joueurs, il y a presque une dimension gêne à ce moment-là, j'ai trouvé dans la partie, parce que tu regardes tes collègues d'enquête à côté, tu prends la feuille, tu leur fais, attends, toi lis ce rapport-là, moi je regarde le rapport d'homicide, attends, l'autopsie elle a dit quoi, et t'as des moments comme ça où t'es posé dans une pièce autour d'une table, mais où tu te sens flic, tu sens vraiment cette ambiance-là. Et ça marche super bien, quoi. Moi, j'étais à fond là-dedans. Il y a une synesthésie, une convergence qui est folle, quoi. Et moi, j'ai vraiment adoré cet aspect-là, et me sentir vraiment responsable de ce qui allait se passer narrativement, parce que tu peux gagner ou perdre. Et c'est le jeu de tous les jeux que j'ai fait, le premier
qui réunit aussi bien ludisme, envie de gagner, avec ambiance, dilemme, narration. Mais en fait, il est fuck GNS absolu parce qu'il est lude à fond, sim à fond et nar à fond en fait. Il fait les trois trop bien. C'est trop ouf. Ouais. Non? Pas trop blasé, Romaric? Oh bah complètement. C'est-à-dire que là, en fait, vous êtes en train de servir à Mathieu Mine tous les compliments que j'attendais pour Vademecum et que je n'aurai jamais. Donc bravo Mathieu. Moi, je n'ai pas encore joué à Vademecum. Moi, on verra. Le truc, si tu veux, c'est que quand Mathieu m'a présenté son jeu, je sais ce que j'ai dit tout à l'heure. Je sais pas si t'étais là, mais j'ai dit, mais là, il faut vite que Vademecum sorte parce que son jeu le dépasse déjà. Et c'est incroyable, mais vrai. Donc bravo Mathieu. En conclusion de ce podcast, j'avais une petite dernière remarque à faire. Un truc que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est le boulot que t'as mis à documenter en fait tes scénarios. Alors on en a parlé que deux, celui qu'on a joué et un autre dont tu m'as parlé sur le bris de verre ou je sais plus quoi. La vitre brisée. La vitre brisée. Enfin, on sent que tu t'es documenté comme un malade pour faire tes cas et c'est super agréable quoi. C'est vraiment très intéressant. Un autre truc que je trouve cool, c'est que souvent, moi, l'image que j'ai d'une enquête, c'est d'essayer de rencontrer des gens, voir des têtes, etc. Et t'as repris en fait le truc d'avoir une carte avec la tête du personnage que tu rencontres, avec le nom en dessous. Et ça, je trouve ça cool en fait. Je trouve ça vraiment vraiment chouette. C'était dans notre partie ça déjà. Non. C'est un nouveau truc ça. Ouais. Ah, ouais, qu'il a, ouais, et vas-y. Non, et du coup, ouais. Pour l'anecdote, effectivement, je l'ai eu en écoutant une certaine émission d'un certain podcast, d'un certain animateur qui se trouve en face de moi, avec certains joueurs. Avec Cthulhu. Avec un chiffre 5 et des tentacules. Et un jeu acquis de façon très étrange. Mais nous vous laissons découvrir la campagne pour le savoir. Non, et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Et ouais, tout ce côté, avoir les petites cartes qui te permettent en fait de te poser des questions, qui te rappellent les dilemmes en fait, parce que le fait d'avoir la carte posée sur ta fiche fait que le dilemme ne disparaît pas quand tu vas jouer en fait l'enquête. Donc c'est pas vraiment deux trucs séparés, c'est qu'au fur et à mesure, même ta vie personnelle, de par cette carte, elle empiète sur ton enquête puisqu'elle est présente sur ta fiche. C'est très impressionnant cette machine. Et c'est une sensation assez géniale quand tu es dans une optique d'enquête et de réflexion pour trouver quelque chose, tu te sens responsable des conséquences, etc. Tous les moments où tu as une épiphanie, une intuition, même si elle se révèle fausse après, t'as un moment où d'un coup tu te remets à trier, t'as chaque joueur à la fin a 3-4 feuilles devant lui. Et t'as ce moment où t'arrêtes de parler, et tu fouilles tes feuilles, tu les retrouves dans tous les sens, tu rechopes le truc et tu vois un numéro, un chiffre, un nom, un prénom, quelque chose et tu fais c'était ça. Et ça, qu'il y a un vrai mouvement physique de choper la pièce à conviction et y trouver quelque chose, c'est trop bien, quoi. Flavie. Mais au-delà de ça, vous parlez tous d'une machine, et je comprends avec le titre l'horloge du diable, etc. Oui, mais bon, si vous suivez depuis quelque temps, vous devez savoir que je suis assez réceptive en fait à l'esthétique. Et en fait, la boîte que j'ai vue, je sais pas si ce sera sa couleur. Non, ce sera pas sa couleur. Non, il y aura un illustrateur. Nous, c'est ce qu'on pensait faire au tout début, quoi. Ouais. Mais en tout cas, là, la façon dont les choses s'organisent, il y a un esthétique en fait qui est présent. Déplacer les cartes, etc. Il y a un vrai travail en fait synthétique. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça fait vraiment penser à ce travail, tu sais, de l'enquêteur qui met des photos sur son tableau et qui les relie avec un trait, cette image qu'on a tous. Et en fait, à la fin, moi, j'avais envie, et ça m'arrive pas souvent à beaucoup de jeux de rôle, de prendre un appareil photo et de prendre de haut la partie de la table. C'est ce que j'avais fait, je crois, pour illustrer il me semble. Et ça n'arrive pas beaucoup à beaucoup de jeux. Généralement, c'est ce petit côté esthétique où en fait, la prise de photo de la fin de la partie de la table, en fait, de ce qu'il y a sur la table, là, elle est vraiment représentative. C'est presque comment je pourrais dire, le reste qu'il pourrait y avoir après puis voilà, esthétiquement, je trouve ça très beau en fait. Merci Mathieu, je suis désolé, je conclue ce podcast. Il y avait d'autres choses à rajouter? Vous vouliez rajouter autre chose? N'hésitez pas, n'hésitez pas. Tu voulais parler du jeu en convergence un petit peu, Valentin, Vivien, je ne sais pas. Un truc, mais peut-être que vous l'avez dit Vivien. aussi. Ce qui est cool, c'est de faire un jeu qui n'est pas de fantastique. Ah oui. Et ça, c'est extrêmement rare. Et mine de rien,
Enfin, c'est le type de jeu où je me dis ce serait cool que je l'achète, que je fasse jouer des amis qui sont pas super jeux de rôle, tu vois, et du coup et pas arriver avec mes grosses références de geek, mon Cthulhu habituel, mon machin. Là pour le coup, j'ai envie de dire c'est du 24 chrono, vraiment 24 chrono quoi. On va pas partir sur. Ça va, c'est fini, oui. Et mine de rien, ouais, c'est important. Ça fait plaisir. Parce que c'est vrai je suis complètement d'accord. Voilà. Tout à fait. Il y a pas tant de jeux sans fantastique que ça, effectivement. Ce qui l'inscrit de fait aussi. Oui, je sais, mais parce que tu penses à Breaking the Ice, à toute la mouvance. Non. Attends, Adrien, prends un micro parce que. Je sais pas. Il y a plein de jeux qui s'adressent au polar. Genre Dirty Secret, oui, mais c'est pas le seul. Ouais, mais tu vois, oui, non, mais je suis d'accord avec toi, Adrien, mais c'est pas. En fait, si tu fais une statistique sur le sujet, bien sûr, tu vas te rendre compte que c'est. Non, mais c'est sûr. Juste le mainstream, c'est. Bien sûr. Et parce que évidemment, dans le courant de l'indépendance, il y a plein de jeux qui ne font pas intervenir de fantastique et tout ça. Mais quand tu prends le mainstream, comme le signalait Vivien en dehors des micros, mais là, tu te rends compte que c'est. Et puis voilà, s'il fallait juste faire des pourcentages sur une statistique là-dessus, je pense qu'on hallucinerait complètement. Valentin, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, alors en fait, avec Mathieu, on réfléchit beaucoup au game design, donc notamment sur les courants alternatifs où il y a un foisonnement de réflexion. Et en fait, je voulais juste faire un petit aparté, parce que apparemment Mathieu, c'est quelque chose qui l'intéresse et qui est au cœur du game design de l'horloge du diable. Tu voulais en parler au cours de ce podcast. Entre autres, ouais, effectivement. Ouais, notamment, une des notions qu'on a essayé de dégager un petit peu et qui nous est commune, qui s'appelle le jeu en convergence. En fait, c'est à différencier de la synesthésie. Le jeu en convergence, c'est quand tu vas avoir des éléments de gameplay pour lesquels ce que font les joueurs à la table de jeu est exactement la même chose que ce que font les personnages. Donc en fait, la synesthésie, c'est différent parce que c'est quand les enjeux, voilà, c'est plutôt réceptif et puis c'est plutôt les enjeux des personnages qui sont comparables, qui génèrent des sentiments un peu analogues. Donc là c'est vraiment l'action quoi. L'action d'accord, si je comprends bien, pour clarifier, c'est le jeu en convergence, c'est plus physique et terre à terre entre guillemets. Dans le GN, c'est beaucoup de jeux en convergence. Voilà, c'est pas forcément physique, ça peut être aussi ce que tu penses. Je comprends la nuance avec la synesthésie. Ça va être les choix que tu fais, ça peut être ce genre de trucs. Alors du coup, je comprends mieux la nuance que par rapport à avant. Et oui, je suis d'accord que l'Orge du Diable, c'est un jeu en convergence à fond, à plein de moments, et c'est très chouette. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'Horloge du Diable, il y a plein d'éléments qui te mettent en convergence. C'est-à-dire que par exemple, quand tu fouilles les indices, c'est exactement ce que font les personnages. Ils fouillent les indices physiques, quoi. Tu peux lire des aides de jeu, par exemple. Tu trouves un journal et au moment où toi, joueur, tu lis le journal, le personnage lit le journal aussi. Quand tu parles avec la voix de ton personnage pour essayer de convaincre un personnage non joueur, c'est exactement ce que fait ton personnage, en fait. Il parle avec sa propre voix, etc. En fait, il y a plein d'éléments comme ça qui, dans les faits, mettre le joueur dans la même situation que celle dans laquelle est son personnage. Ça favorise un effet qui est l'identification à son personnage. Donc il y a plein de petits éléments qui sont extrêmement bien vus dans l'Horloge du Diable, dans lesquels on va exactement faire la même chose que son personnage. Et ça participe d'une immersion dans le personnage qui est très très forte, quoi. Évidemment. C'est ça. Et puis ça va conduire au bout d'un certain moment à la synesthésie en tant que telle. Le fait de faire réellement, ça va accompagner. Et en tout cas, les deux éléments sont quand il y a du jeu en convergence, il y a de fortes chances pour qu'on trouve à un moment donné des éléments de synesthésie. Alors, c'est pas tout à fait le cas parce que par exemple, tu peux imaginer un acteur de théâtre qui physiquement fait la même chose que son personnage, qui récite ce que dit son personnage, etc., mais qui peut faire ça de manière très professionnelle. Sa liste de courses. Voilà, c'est ça. Tandis que dans ce jeu-là, on a à la fois des éléments qui sont de l'ordre de la synesthésie parce que les enjeux du joueur sont en convergence avec les enjeux du personnage, et en plus on a une surcouche qui est, donc en fait ça t'embarque dans une histoire qui est ultra immersive. Fusion! Ça de mon point de vue, quoi. Et je trouve que c'est une des qualités, une des nombreuses qualités du jeu, quoi. Très bien, Mathieu. Tu voulais ajouter cela. Et effectivement, ça t'a beaucoup inspiré pour le jeu. Je crois pas. En fait, toi, t'es arrivé avec ce jeu, cette théorie n'existait pas encore. C'est ça. Et en fait, moi, je visais surtout effectivement l'immersion par cette espèce de synesthésie. Mais cette théorie en rend bien compte, par contre. Exactement. Et c'est surtout en fait, je l'ai vraiment conscientisé en tant que tel en discutant justement avec Valentin, quoi. Mais oui, c'est vrai que c'était là. Et Valentin, en plus de ça, m'a fait jouer à d'autres jeux en convergence,
lance notamment certains de ces tests en fait. Je vois Flavie qui prend des notes. Est-ce que tu veux intervenir ou non? C'est des notes qui n'ont rien à voir. D'accord, elle est en train de noter sa liste de courses justement en bonne professionnelle du podcast. Et moi, en bon professionnel du podcast, je vais aussi conclure ce podcast. Je voulais juste dire un truc. C'est qu'évidemment, au cours du début de ce podcast, on s'est mis dans des postures. Moi, j'ai fait semblant d'être l'ayatollah de l'indépendance, etc. Et toi, le vilain traître, évidemment. Tout cela n'était que des postures. Le but de la cellule, ce n'est pas forcément de faire la promotion du modèle indépendant. C'est de parler du modèle indépendant comme d'un modèle parmi les autres, un modèle possible. Oui, et puis chaque podcasteur a des idées différentes. Par exemple, moi, c'est pas mon but. Moi, mon but, c'est de faire qu'il y ait des bons jeux. Voilà. Donc, quand je teste des jeux, j'ai envie que ce soit des bons jeux. Mais en tout cas, voilà. Le modèle indépendant a dû autrefois se construire autour et contre le modèle éditorial pour juste exister. C'était aussi une attitude de communication, une posture, une manière d'entamer le dialogue. Aujourd'hui, le dialogue est bien entamé et on voit que les auteurs, comme Mathieu Mine, peuvent aujourd'hui faire leur marché entre les différents modèles qui existent sur le marché, justement. Alors certes, à la cellule, ici, on est vraiment plus dans l'encouragement de l'indépendance, pour des raisons historiques et en fonction des personnages des différents podcasteurs qui fréquentent nos micros. Pour autant, quand l'un des auteurs qui vient nous présenter son jeu nous dit qu'il est édité, qu'il nous annonce les raisons pour lesquelles il l'est, que c'est convaincant, qu'il est heureux. Mais on est heureux aussi. D'accord? Donc on n'est pas non plus dans... Je tiens à le répéter parce que c'est important. Parce qu'on voudrait nous faire croire que la cellule, c'est un podcast de lavage de cerveau, de propagande favorable à l'indépendance. Non. Le podcast de la cellule, c'est un jeu qui est là pour faire en sorte que les auteurs s'émancipent. Et donc, l'émancipation d'un auteur, c'est aussi le type qui s'est forgé en écoutant les podcasts de la cellule qui dit, moi, je m'émancipe et je vais être édité. Oui, je le répète pas mal depuis quelques années, mais peu importe ce que vous faites du moment que vous le fassiez en ayant réfléchi aux déterminismes sociaux qui vous y ont poussé. Si vous le faites en tout état de cause et que ça vous rend heureux et que votre jeu il est bien, il n'y a pas de raison. Voilà. Mathieu Mine est un éditeur t'as l'air tout content et donc un auteur comblé. Voilà. Et de la même manière, pourquoi je parle de ça? Il faudra peut-être lui renouveler son injection. Oui, vous avez bien raison, sûr, docteur. monsieur Main. Vous avez raison, docteur. Le fait est que quand tu m'as appelé, quand t'avais été effectivement édité, t'avais l'air tout mal à l'aise. Et moi, ça m'a mis mal à l'aise de te voir mal à l'aise comme ça. Je ne veux pas que ce soit le sentiment que les gens aient. Il se dit, Romaric a fait le choix de l'indépendance, c'est son choix, c'est son modèle, il le défend comme un bébé, il a un podcast, etc. Mais c'est pas pour ça que les gens qui passent par ici doivent allégeance à l'indépendance. Bien au contraire, même, vas-y, fais ton aventure éditoriale et reviens dans les micros de la cellule, nous parler dans 2 ans, dans 3 ans, des conclusions que tu en tires, viens nous faire un beau retour d'expérience. Avec plaisir. Déjà, commence par signer ton contrat. Oui. Et ensuite, reviens ici et à ce moment-là, avec ta rémunération, avec tes 18 000 euros, et tu fais, regardez ça, je suis devenu milliardaire à la cellule, j'achète, voilà. Exactement, et voilà. Avec mes comptes. Fais-nous plaisir, quoi. Ça coûte combien l'achat de la cellule là, en ce moment? C'est des milliards. milliards. Coté à combien en bourse? Des milliards. Des milliards. On ne sait pas de quelle monnaie, des mais milliards en cœur. Des milliards, exactement. Merci Mathieu de nous faire bénéficier de ton retour d'expérience. Merci Adrien, merci Valentin, merci Flavie, merci Antoine, merci à Vivien qui est parti à présent, merci Maxime. À très bientôt tout le monde. Très heureux d'avoir été là, merci. Ouais, c'est clair, il revient juste au dernier moment. Merci à tous, portez-vous bien et surtout jouez bien, à bientôt. Salut.